Donc, je tenais d'abord vraiment à remercier le groupe Le Matin pour m'avoir associé à ce colloque qui est très important et qui est une excellente initiative parce que c'est un sujet sur lequel qu'on vit, mais il est important d'en parler et de garder quelques traces à certaines étapes de leur développement. Et étape assez importante puisque, coïncidence de calendrier, ce colloque vient dans la semaine où le Maroc a décidé de retrouver sa famille institutionnelle africaine. Donc, à la limite, c'est ce que je me disais quand j'ai vu le message royal. Je me disais le colloque pouvait s'arrêter à juste présenter deux textes en vidéo, le discours fondateur d'Abidjan, parce que, comme l'a dit mon ami cher Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal tout à l'heure, c'est vraiment pour moi, et je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, l'élément fondateur de la nouvelle politique marocaine sur le continent, et également le message de Sa Majesté à l'Union africaine, parce que c'est un message qui retrace l'histoire, nous rappelle ce qui a été fait durant ces dernières années. Donc c'est un peu, tous ces deux, le discours et le message, peuvent à eux seuls résumer la politique de co-développement initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais bon, comme on a prévu un panel, on va quand même faire l'exercice de dire quelques mots. Je n'ai pas préparé de discours, mais quelques talking points pour essayer de répondre à ce sujet sur les initiatives locales comme catalyseur de développement humain. Pour cela, je vais commencer d'abord par un peu rappeler le parcours du modèle marocain d'initiative de développement local, parce que c'est important de le comprendre. Et après, bon, parce que je suis très déformé coopération Sud-Sud, je vais un peu parler de ce qui est fait dans ce domaine pour orienter la coopération Sud-Sud en faisant l'exercice d'équilibriste de ne pas être redondant avec ce que tous mes amis ont dit auparavant. Quand on regarde le modèle marocain, il y a 4 grandes étapes dans le modèle marocain de développement local. Une étape qu'on va appeler l'étape, je dirais, post-indépendance et ajustement structurel, où il fallait mettre des infrastructures de base dans les différentes localités pour créer un certain nombre de centres au-delà de Casablanca, Rabat, Fès, et développer justement des activités économiques un peu partout. Ensuite, on est passé à une seconde phase importante au lendemain de l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI comme roi du Maroc, où on a mis en place un certain nombre de plans sectoriels. Ces plans sectoriels sont importants car ils ont, à partir d'initiatives centrales, réellement porté le développement local du Maroc. Juste pour rappel, il y a des plateformes comme Saïdia qui étaient quasiment mortes, qui aujourd'hui sont des centres touristiques assez importants. Tarazout Bey, donc le plan Azur a beaucoup joué dans ce cadre-là. Le plan Maroc Vert a aussi développé beaucoup de pôles agricoles régionaux et également on a développé des zones industrielles, des plateformes industrielles, ainsi un centre comme Tanger, ou Tanger qui à un moment représentait une faible partie de l'économie marocaine. Aujourd'hui, c'est la deuxième place économique du pays, avec un taux important de migration d'autres villes vers Tanger ou de retour de Tangérois qui étaient partis à la capitale Casablanca pour trouver un travail. Donc aujourd'hui, ce pôle urbain de Tanger s'est beaucoup développé grâce à ces initiatives, ces plans sectoriels. Ensuite, la troisième étape, c'est le lancement des pôles de développement. Les grands pôles de développement, donc Tanger-Med, bien sûr, après le Tanger-Frison, on a eu Tanger-Med, aujourd'hui Kénitra, Nador, Jorf, ou à travers le lancement de grands ports, bien sûr des ports qui s'intègrent dans une dynamique de développement spécifique. Quand on a créé le port de Kénitra, ce n'était pas juste pour créer un port, on a voulu créer un pôle automobile, un pôle industriel assez important pour permettre justement à cette ville de se développer et de créer de l'emploi local et de permettre un développement économique et social local.
On l'a vu aussi avec la ville verte de Benguerir, grâce à l'OCP, où aujourd'hui on a un grand pôle auquel s'ajoute encore l'université. Donc de grosses initiatives à travers des pôles de développement qui ont accompagné. On est à la 4e étape aujourd'hui, 2016, avec, suite aux élections régionales, le projet de régionalisation avancé qui aujourd'hui est en œuvre. Et ces 2 derniers mois, on a vu le lancement de grands appels d'offres pour tous les plans de développement régionaux qui vont permettre justement de pouvoir, à travers ces plans de développement régionaux, créer une vraie économie régionale dans les 12 régions du royaume, développer des centres économiques et permettre justement de créer de l'emploi sur place, d'avoir tout un écosystème qui génère un développement social et humain assez important. Ces 4 étapes, bien sûr, ont été traversées à un moment par une initiative transversale dont mes collègues précédents ont parlé, qui est l'initiative nationale de développement humain. Donc ces initiatives ont permis de mettre l'humain et le social au cœur du développement économique. Et aujourd'hui, bien sûr, tous ces plans de développement régionaux qui sont lancés, il est inclus dans les appels d'offres toute la partie dimension humaine et développement humain pour être certain qu'on n'aura pas des gens qui seront laissés en rade à travers ces développements économiques. Donc, un modèle de développement très intéressant qui aujourd'hui inspire beaucoup de pays et oriente fortement une partie de ce développement vers les pays du Sud. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on regarde, je pense que tout le monde a suivi le discours de la Marche verte, où Sa Majesté a lancé une forte initiative pour la région de Dakhla. Cette initiative, elle est une combinaison de plusieurs choses. D'abord, faire de Dakhla, qui est, je dirais, la première grande ville en venant du Sénégal et de la Mauritanie à l'entrée du Maroc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Dakhla. C'est vraiment la grande porte d'entrée. Et qui est destinée à devenir un grand pôle urbain d'échange entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Et pour accompagner cette initiative, Sa Majesté a aussi mis en œuvre un grand projet de développement d'infrastructures avec la route Tiznit-Dakhla, qui va être une route à 2 voies et qui va permettre de connecter ces pays du Sud. Autre initiative non moins importante qui date de plusieurs années et que beaucoup de gens ne savent pas trop, et là c'est toujours dans ce cadre de coopération Sud-Sud, c'est la route Nouadhibou-Nouakchott. La route Nouadhibou-Nouakchott est une route de près de 500 km qui, il y a un peu moins de 10 ans, bien sûr Nouadhibou et Nouakchott sont les 2 plus grandes villes de Mauritanie, et cette route, il y a 10 ans, a été financée et construite par le Royaume du Maroc pour permettre justement de décloisonner ces 2 axes. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont fait la route, on se rend compte que cette initiative réellement locale a permis un développement extrêmement important de toute une économie de la route qui bénéficie à la fois des populations mauritaniennes, puisque Nouadhibou et Nouakchott est maintenant relié en 4 heures, distance que des gens faisaient 2 jours à relier, parce qu'il fallait passer par une route côtière qui, par moment, en marée basse ou en marée haute, était praticable ou pas praticable. Et aujourd'hui, une grande économie s'est développée sur cet axe, économie qui profite à la fois, bien sûr, d'abord à la Mauritanie, mais aussi aux villes du sud du Maroc, qui exportent leurs agrumes vers les pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi ceux qui voient les moules carrossa, comme on dit, sur Casablanca. Vous vous rendez compte que la mangue malienne et la mangue sénégalaise sont en train d'arriver au Maroc, au grand bonheur des agriculteurs de ces régions. Récemment aussi, une nouvelle initiative très importante qui a été lancée lors de la dernière tournée royale. Lors de la dernière tournée royale, il nous a été demandé d'accompagner le lancement d'une nouvelle dynamique qui était une dynamique assez originale, puisqu'il s'agit
de ce qu'on appelle les groupes d'impulsion économique. C'est dit, aujourd'hui, il faut inscrire la coopération économique marocaine dans d'abord le durable et réellement en lui donnant la dimension de développement humain. Et donc on a réfléchi à un nouveau modèle et c'est là où on a lancé en mai et juin 2005 le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal et le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. L'idée est relativement simple, une fois qu'on y a réfléchi, c'est de construire à partir du secteur privé, et j'ai le privilège de coordonner ces deux groupes d'impulsion économique pour le compte de la CGM, donc à partir d'initiatives privées, de pouvoir réunir dans un groupe de réflexion et d'action les différents acteurs privés, identifier quels sont les éléments importants de la coopération entre les deux pays concernés, quelles sont les best practices qui ont réussi dans l'un et dans l'autre, partager cette expérience, voir quels sont les freins et les leviers qui permettent de les développer et pouvoir porter au chef d'État les différents plans d'action et recommandations qui permettent d'aller de l'avant. Et dans ce cadre-là, bien sûr, tout à l'heure, quelqu'un disait la coopération est dans un sens plutôt que dans l'autre. Le groupe d'impulsion économique, justement, a pour vocation de pouvoir également faire émerger des acteurs d'autres pays d'Afrique subsaharienne qui viendraient investir au Maroc, mais au-delà, partager des bonnes pratiques. Et l'initiative de développement humain est une des bonnes pratiques qu'on a beaucoup partagées. Et aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a lancé le plan d'urgence de développement communautaire qu'ils appellent le PUDC, avec un accompagnement très fort du Maroc pour justement structurer des initiatives locales qui vont permettre d'aider les populations à sortir de la pauvreté. Derrière cela, un vaste programme d'électrification rurale a aussi été lancé sur la base de ce qui a été fait au Maroc dans le cadre du plan d'électrification rurale globale, où on est passé de 4% d'électrification rurale à 99,2% en quelques années. Et aujourd'hui, en 2 ans, on a pu gagner 14 points en matière d'électrification rurale, puisque différentes localités villageoises et rurales du Sénégal ont pu être électrifiées. Donc, voici quelques exemples qui, à partir du modèle marocain et dans le cadre de la stratégie de développement et de coopération sud-sud du Maroc, permet de mutualiser l'expertise, de partager ce qui a été fait au Maroc vers ce qui a été fait vers ce qui peut être fait dans d'autres pays et qui constitue pour moi des éléments importants à partager avec l'assistance. Et je conclurai par dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont démontré que le modèle de coopération sud-sud développé par le Maroc met réellement l'humain au cœur de ces relations parce qu'elle est basée d'abord sur ces relations entre les peuples. Et il ne peut pas en être autrement parce que, comme j'ai tendance à le dire, le Maroc est une monarchie qui a plusieurs siècles. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a une continuité dans l'action parce qu'il est quand même aussi, il accepte le legs de ses aïeux et il doit transmettre ce legs à d'autres. Donc il y a une continuité intemporelle, quels que soient les souverains du Maroc. Et c'est pour cela que, je le rappelle et j'insiste dessus, la coopération sud-sud, en tout cas prônée par le Maroc, est basée d'abord sur un socle qui est la relation entre les peuples, qui est l'émergence des peuples, et dans un objectif de co-développement. Et je vous remercie sur ces termes. Merci. Merci, cher Abdou Diop.